Le Grand Prix du Brésil, c'est un monument de la Formule 1 avec son histoire riche, son circuit mythique et une ferveur bien particulière. Celui de 2024 aura lieu ce week-end et j'ai eu envie de vous parler d'un Grand Prix du Brésil historique. Le problème, c'est que j'ai pas mal hésité car plusieurs valent le coup. 83 et sa deuxième place non attribuée, 99 et 2000 avec les récitals de Rubens Barrichello, les titres décernés de 2006, 2007, 2008, 2009 et 2012 avec des courses toutes plus folles les unes que les autres. 2019 et son scénario absurde qui a vu Pierre Gasly décrocher son premier podium. Mais finalement, j'ai craqué pour 2003. Certainement le Grand Prix du Brésil le plus chaotique. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Quand on évoque la saison 2003, il y a de quoi avoir le sourire car cette saison a fait un bien fou à la F1 et à ses fans. Et comme d'habitude, plaçons le contexte. Après 5 saisons en commun, Ferrari et Schumacher ont retrouvé les sommets en 2000 après être arrivés à bout de Mika Häkkinen et McLaren. Un sacre historique qui a mis fin à 21 ans de disette du côté de Maranello pour le titre pilote. Mais cette saison 2000 était une bascule pour la Formule 1 qui tombait dès 2001 dans une domination Ferrari-Schumacher. Si McLaren et Häkkinen opposaient une forte résistance en 2000, les rouges sont bien plus tranquilles l'année suivante. La F2001 est bien plus véloce et Michael Schumacher remporte 9 victoires dans la saison et prend son 4e titre mondial. Mais s'il a largement fini en tête du championnat avec presque 2 fois plus de points que son dauphin en classement, 2001 c'était pas si mal que ça avec notamment quelques batailles et 5 vainqueurs différents. David Coulthard et Mika Häkkinen se sont montrés de manière sporadique et ont pris 2 victoires chacun, mais nous avons aussi eu le retour de Williams, désormais associé à BMW. L'écurie de Grove a retrouvé les sommets à Imola avec Ralf Schumacher et le cadet a challengé l'aîné à plusieurs reprises. Canada, France et Europe nous ont donné un petit peu d'espoir, sans oublier Juan Pablo Montoya, l'un des 4 rookies de la saison 2001, au même titre que Kimi Raikkonen chez Sauber, Fernando Alonso chez Minardi ou Enrique Bernoldi chez Arrows. Le Colombien, sans complexe, était le facteur X du devant de la grille et s'est mesuré au Kaiser à quelques reprises avant de remporter sa première victoire à l'occasion du Grand Prix d'Italie. Bref, tout ça pour dire que 2001 c'était bien une année Schumacher mais avec un petit peu de diversité, tout le contraire de 2002. En effet, cette année-là a fait beaucoup de mal à la F1. Une domination nette de la part des rouges et de leur pilote allemand. Un total de 11 victoires pour Schumacher et 4 pour Barrichello. Seules 2 courses n'ont pas été remportées par l'écurie de Maranello. La Malaisie, victoire de Ralf Schumacher et Williams, et Monaco, victoire de David Coulthard et McLaren. Et c'est tout, rien de plus. Par exemple, Renault revenait en Formule 1 officiellement et n'avait pas encore les armes pour se battre avec les top teams. McLaren s'est raté et n'avait pas une voiture aussi bonne que les années précédentes. Et si on avait l'espoir de voir Williams BMW franchir le dernier cap, ces derniers ont plafonné. La Ferrari était la voiture la plus complète de toutes et a survolé les débats. Sans oublier les quelques polémiques avec notamment l'affaire des consignes d'équipe du Grand Prix d'Autriche. Une histoire qui a entaché l'image de Schumacher et de Ferrari, doublée à l'arrivée contestée du Grand Prix des États-Unis. Bref, en 2002, les week-ends se suivent et se ressemblent. Et pour le bien de la compétition, on espérait que 2003 change la donne. Entre 2002 et 2003, visuellement, il n'y a pas grand chose qui change. Et pourtant, il y a quelques règles qui évoluent pour resserrer le plateau. Déjà, c'est en 2003 que le format de week-end et plus particulièrement des qualifications a évolué. Fini l'heure de roulage avec 12 tours alloués et bonjour la qualification en un tour. Une première séance le vendredi après-midi selon l'ordre du classement du championnat qui détermine l'ordre du passage de la séance du samedi après-midi qui, elle, détermine la grille de départ. On prenait les résultats inversés du vendredi. Le premier par dernier, le deuxième par avant-dernier, le troisième par antépénultième, voilà, bref. Théoriquement, par temps sec, les derniers avaient l'avantage d'une piste plus gommée, mais lorsque la météo devenait incertaine, on pouvait avoir des surprises, comme voir la Minardi de Verstappen en première place le vendredi après-midi en France. Après, les pilotes devaient partir en qualification avec l'essence pour le début de course, ce qui donnait un aspect très stratégique dès le samedi, et qui, là encore, pouvait amener son lot de surprises.
Bref, on avait également un nouveau système de points qui récompensait les 8 premiers. Les mulets étaient dorénavant interdits, tout comme l'anti-patinage revenu en 2001 et la télémétrie était un petit peu réduite. Sans oublier que c'est en 2003 que le système Hans a vu le jour, et croyez bien que ça aura son importance au Brésil. Bref, côté line-up, replongeons-nous dans l'ambiance de la F1 d'il y a 20 ans. Avec la disparition d'Arros durant l'année 2002, il n'y avait plus que 10 écuries et Ferrari s'avançait en tant que favori avec son duo Schumacher-Barrichello. Pas de changement non plus chez McLaren et Williams, toujours respectivement avec Coulthard-Raikkonen et Schumacher-Montoya. Mais des ambitions, celle de bousculer Ferrari. Chez Renault, Jenson Button a été remplacé par la pépite espagnole et protégé de Flavio Briatore, Fernando Alonso, faisant donc équipe avec Jarno Trulli. Sauber aligne un duo 100% allemand et 100% natif de Mönchengladbach avec Frentzen et Heidfeld. Jordan a perdu les moteurs Honda et roule maintenant avec des moteurs Ford Cosworth, et pourra compter sur Giancarlo Fisichella et le débutant irlandais Ralph Firman. Chez Barr, la direction de l'écurie change, Craig Pollock n'est plus là, et Villeneuve n'est plus en odeur de sainteté chez lui et va être confronté à Jenson Button. Jaguar se renforce avec l'arrivée de Mark Webber, prometteur après une première saison convaincante chez Minardi. En revanche, moins d'espoirs sont placés du côté d'Antonio Pizzonia. Chez Minardi, Jos Verstappen retrouve un volant de titulaire et sera associé à Justin Wilson, autre débutant. Enfin, chez Toyota, l'objectif est de décrocher ses premiers points en Formule 1, et Olivier Panis fera office de leader. Le Français est accompagné de Cristiano D'Amata. Bon, vous me connaissez à force, j'ai pas pu résister à l'idée de faire un tour d'horizon complet. Beaucoup d'espoir donc en 2003, surtout que durant l'hiver, Ferrari a eu des soucis. Comme en 2002, ils entameront la saison avec la voiture de l'année précédente. Et c'est avec plaisir qu'on retrouve une hiérarchie bouleversée lors des 2 premiers Grands Prix de la saison. Comme d'habitude, la Formule 1 fait sa rentrée en Australie, et si Michael Schumacher prend la pole position devant Barrichello avec 9 dixièmes d'avance sur Montoya 3ème, la course est bien différente. Des conditions changeantes au départ et des stratégies différentes qui nivellent d'emblée la hiérarchie et la physionomie de la course. Des passes d'armes à tous les niveaux, un Barrichello accidenté, 2 interventions de la safety car, un Kimi Raikkonen remontant de la 15e position, nous offrant d'ailleurs une bataille contre Schumacher, puis un tête-à-queue de Montoya qui laisse échapper la victoire à David Coulthard qui s'impose pour la 13e et dernière fois de sa carrière. Le Colombien finit 2e et Raikkonen 3e. Pas de Ferrari sur le podium, une première depuis le Grand Prix d'Europe 1999. Ouais, clairement ce lancement de saison 2003 était complètement dingue et ça se confirme 15 jours plus tard à Sepang. Déjà, le samedi après-midi, c'est le jeune Fernando Alonso qui crée la surprise en prenant la première pole position de sa carrière, la première de Renault depuis leur retour. Le dimanche, pas de conditions changeantes dans une course sèche et ça nous permet de mieux apprécier les changements de réglementation sportifs. Moins en verve en qualification, McLaren sort du bois le dimanche car les grilles partaient avec plus d'essence dans le réservoir. Ainsi, si Fernando Alonso mène les premiers tours, Kimi Raikkonen, très bien parti, réalise l'overcut sur la Renault de l'Espagnol et prend les commandes après les premiers arrêts. De son côté, Michael Schumacher, parti 3ème, s'est accroché avec Jarno Trulli au départ et s'est donc retrouvé englué dans le peloton. Il ne termine que 6ème à un tour du vainqueur Kimi Raikkonen qui s'offre son premier succès en Formule 1. 2 victoires McLaren en 2 Grands Prix, voilà qui donne le sourire à Ron Dennis et qui confirme que 2003 n'a rien à voir avec 2002. Barrichello est 2ème devant Fernando Alonso qui grimpe sur son premier podium. 2 Grands Prix à la physionomie différente mais au résultat plutôt similaire, Ferrari ne gagne pas. Et les jeunes loups se montrent, Alonso, Montoya, Raikkonen et pas Bernoldi cette fois-ci. Et si on s'attendait à voir un Grand Prix du Brésil intéressant au vu des 2 premières courses et aussi de l'histoire du Grand Prix du Brésil, on était loin de s'imaginer pareil scénario. Pour avoir une course de Formule 1 intéressante, il faut en général un circuit propice au dépassement, et c'est le cas d'Interlagos, un des rares circuits de Formule 1 qui combine parfaitement plaisir de pilotage et possibilité de dépassement, sans oublier, comme dit dans l'intro, une ferveur brésilienne toute particulière. L'autodromo José Carlos Pache offre beaucoup d'enchaînements plaisants avec les S de Senna, Subida do Lago ou Ferradura, ainsi que de belles opportunités de s'attaquer, mais aussi de se défendre. Et c'est très important. Ce n'est pas juste faire les freins car les S de Senna, principale opportunité pour les pilotes, offrent plusieurs trajectoires possibles ainsi qu'une occasion de contre-attaquer dans la ligne droite suivante.
Ce circuit a été le théâtre de nombreuses courses historiques. 1973 déjà pour le premier Grand Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1, une victoire d'Emerson Fittipaldi devant son public. Une performance réitérée l'année d'après avec sa McLaren avant que Carlos Pace n'obtienne sa seule et unique victoire en Formule 1 en 1975. 1979 et 1980 étaient les dernières éditions du Grand Prix du Brésil à Interlagos dans sa forme originelle, plus typée spaghetti. Non mais regardez-moi ça. De retour en 1990 dans sa forme qu'on lui connaît aujourd'hui, Interlagos a permis à Ayrton Senna de s'imposer enfin à domicile en 91. Une course forte en émotion pour le Brésilien et son public avec une voiture coincée sur le 6ème rapport. Mais avec l'aide de la chuva, Ayrton a tenu bon. La chuva, la pluie, un élément souvent perturbateur au Brésil. 1993, c'était aussi très sympa, mais je vais me taire parce que 1993 le dernier duel et l'épisode du Grand Prix du Brésil n'est que dans quelques jours. Après Senna, le public pauliste attendait avec impatience une nouvelle victoire brésilienne et Rubens Barrichello est la meilleure carte. Brillant en 99 et 2000, l'enfant de Sao Paulo a dû cruellement renoncer alors qu'il était en tête. En 2001, il s'est accroché avec Ralf Schumacher dans les premiers tours et en 2002, il a de nouveau été frappé par la malchance avec un ennui hydraulique. Les malheurs de Rubinho au Brésil sont douloureux, mais il espère que 2003 sera enfin la bonne. Outre Barrichello, le public d'Interlagos gardera tout de même un œil sur les deux autres Brésiliens de la grille, Antonio Pizzonia chez Jaguar et Cristiano D'Amata chez Toyota. Et dès le samedi, les espoirs de victoire brésilienne sont vifs. En effet, Barrichello décroche la pole position devant David Coulthard et un surprenant Mark Webber sur sa modeste Jaguar. De telles performances de l'Australien deviendront assez récurrentes, mais à ce moment-là, il ne vivait que sa deuxième saison, alors on était étonné. Raikkonen est 4ème devant Trulli, Ralf et Michael Schumacher. 8ème, on retrouve Giancarlo Fisichella venu pointer le bout de son nez, qui devance Montoya et Alonso. Voilà pour le top 10. Notez que ce Grand Prix était le 700e de l'histoire de la Formule 1, mais également le 200e de l'écurie Jordan. Cette écurie irlandaise, arrivée en 91, vit un début de saison bien difficile, mais a donc l'occasion de marquer ses premiers points avec Fisichella, midfielder de luxe. Mais il y a une spécificité réglementaire que je n'ai pas encore évoquée. Les pneus. 2003 est la 3ème saison du duel Bridgestone-Michelin et la répartition est équitable. 5 écuries de part et d'autre. Bridgestone est quand même très tourné Ferrari, quand Michelin offre un meilleur compromis entre ses clients. Les deux manufacturiers ont des qualités différentes qu'on peut vulgariser ainsi. Les Michelin fonctionnent bien sous forte chaleur et ont une meilleure endurance que les Bridgestone, plus efficaces en basse température. Le truc, c'est qu'en 2003, il y a une règle qui oblige les manufacturiers à ne choisir qu'un seul composé de pneus pluie, donc soit intermédiaire, soit maxi pluie, mais pas les deux. Un peu différent d'aujourd'hui, où Pirelli amène les deux types de gomme, mais bon, les maxi pluie ne servent jamais. C'est un règlement un petit peu débile qui est là pour faire des économies là où on n'en a pas forcément besoin, et là où ça pourrait être dangereux pour la sécurité. Et il faut dire que le Grand Prix du Brésil va vite mettre à mal cette règle. Pour cette course, Michelin débarque avec les pneus pluie et Bridgestone avec les pneus intermédiaires. « 120 000 personnes sont massées autour du tracé d'Interlagos pour assister à la 3e manche de la saison 2003 de Formule 1. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il pleut. Mais genre beaucoup. Le matin, la salle de presse a été inondée et la parade des pilotes a été annulée. Mais bon, la course est maintenue, elle est juste décalée de 15 minutes. Sur la grille, les équipes procèdent à d'ultimes ajustements. Le truc, c'est que l'asphalte ne draine pas assez d'eau, il y a donc beaucoup de flaques sur la piste. Cette dernière est très piégeuse, et particulièrement à la curva d'au-sol, le virage 3, tout en accélération. L'eau stagnante, c'est un cauchemar, et les pilotes vont devoir se montrer très prudents pour éviter l'aquaplaning. La FIA décide de donner le départ sous régime de voiture de sécurité. Ainsi, Bernd Melander mène le peloton pendant plusieurs tours. Et même à faible vitesse, les pilotes sont sur des œufs. Beaucoup d'eau, des pneus qui ont du mal à rester en température, et beaucoup d'eau. Dans ces premiers tours de course safety car, bon, on s'ennuie un petit peu et on attend le véritable départ. Mais on note que certains tentent des paris stratégiques, comme Olivier Panis ou Giancarlo Fisichella. Ces pilotes passent par les stands pour remettre du carburant et rester en piste. Et après 8 tours sous safety car, le drapeau vert est enfin agité. Dans cette première partie de Grand Prix, on observe une lutte intense pour les commandes du Grand Prix entre Barrichello et les deux McLaren, rapidement rejoints par Juan Pablo Montoya. Directement, on observe que le pilote Ferrari est en difficulté avec ses gommes intermédiaires face à ses adversaires équipés de pneus Michelin. Coulthard puis Raikkonen prennent les commandes au prix de belles passes d'armes. Mais rapidement, certains se font piéger dans le virage 3. Tête à queue de Ralf Schumacher et de Jarno Trulli. Premier avertissement. Au fur et à mesure des premiers tours, Schumacher et Barrichello reprennent du rythme.
Michael fait le spectacle et se défait de Webber puis de Montoya. En tête, Raikkonen garde toujours une belle avance. Puis, nouvelle alerte au virage 3 avec le spin de Justin Wilson. S'il évite le mur, le Britannique cale et doit renoncer. Puis, les choses s'emballent. La suspension avant droite de Ralf Fährmann cède dans la ligne droite des stands et l'Irlandais vient percuter Olivier Panis qui n'avait rien demandé, évitant de justesse son équipier Fisichella, dernier des pilotes encore en piste. Cet accident provoque le retour en piste de la voiture de sécurité et beaucoup de pilotes font le choix de passer par les stands. À la relance, Raikkonen mène devant Coulthard, Schumacher et Cristiano D'Amata, restés en piste durant la procédure. Barrichello est juste derrière et prend vite l'avantage sur la Toyota. Mais très rapidement, le virage 3 fait de nouvelles victimes. 25e tour, Juan Pablo Montoya perd le contrôle de sa Williams et finit dans les pneus, imité aussitôt par Antonio Pizzonia. Puis 2 tours plus tard, alors que les commissaires opèrent pour dégager l'épave de la Jaguar, c'est Michael Schumacher lui-même qui se fait piéger, manquant de percuter la voiture de Pizzonia ou les équipes d'intervention. Un début de saison cauchemardesque pour l'Allemand. Nouvelle intervention de la voiture de sécurité et à la relance, rebelote avec les sorties de Verstappen et Button, toujours au virage 3, un vrai cimetière à Formule 1. C'est alors qu'on entre dans ce qui sera la dernière partie de course. Coulthard a pris les commandes et mène devant Barrichello, tandis que Kimi Raikkonen, dans le paquet après son deuxième passage au stand, attaque. Le Finlandais vole en second prix du Brésil et se défait d'Alonso et de Ralf Schumacher au prix de manœuvres chirurgicales. L'Espagnol lui emboîte le pas, mais il est un petit peu moins rapide et devra même servir un drive-thru. Mais il y a un troisième homme qui remonte, Giancarlo Fisichella. L'Italien réalise jusqu'alors une course discrète et c'est maintenant qu'il accélère. Le pilote Jordan est rapide et pointe au 5e rang au 45e tour. Coulthard est en tête, mais il est dépassé par Rubens Barrichello sous les cris du public. Mais à peine ont-ils eu le temps de s'asseoir que la Ferrari se retrouve au ralenti, le Brésilien tombe en panne d'essence. Coulthard retrouve donc la tête mais doit passer à nouveau par les stands. Il s'exécute au 53e tour. Nous avons donc Kimi Raikkonen en tête, chassé par Giancarlo Fisichella, diablement rapide. Alonso est 3e. L'Italien entrevoit la victoire, lui qui court après depuis 1996. Souvent sur le podium, proche du succès avec Benetton, mais jamais sur la plus haute marche. Et dans le 54e tour, dans la descente de Merguglio, Raikkonen fait un petit écart et Fisichella prend l'avantage. Puis, pour la dernière fois, tout s'emballe. Dans la remontée vers les stands, Mark Webber part dans le mur et éparpille des débris partout sur la piste. Si Fisichella et Raikkonen ralentissent et parviennent à les éviter, Fernando Alonso frappe une roue en plein milieu de la piste et part dans une folle embardée. Un choc très violent et l'Espagnol est sonné. Immédiatement, le drapeau rouge est agité. Alonso est pris en charge par les équipes médicales, tandis que les voitures encore en état de rouler, il n'y en a plus beaucoup, de moins en moins, rentrent au stand. Et là, c'est la confusion. Rapidement, la décision de ne pas relancer la course est prise. Alors, chez Jordan, on exulte. Giancarlo Fisichella vient de remporter le Grand Prix du Brésil, sa première victoire en Formule 1, la 4e de Jordan après celle de Damon Hill à Spa en 98 et celle de Frentzen à Manicourt et à Monza en 99. Une folie, et comme si le scénario n'était pas assez rocambolesque, sa voiture prend feu dans le parc fermé. Mais pas de quoi effacer les sourires de Fisichella et de Jordan. En revanche, ce que viennent lui dire les officiels, si, dans le cas où un drapeau rouge est présenté et que la course ne reprend pas, le classement final est celui de l'avant-dernier tour complété. Alonso s'est accidenté au 55e tour et les commissaires prennent donc en compte le classement du 53e tour. Et à cet instant, c'était Raikkonen en tête. Le Finlandais est donc déclaré vainqueur malgré les contestations du clan Jordan. Mais la FIA ne veut rien entendre. Les sourires et les cris de joie laissent place à une immense déception. Raikkonen et Fisichella montent ainsi sur un podium où personne n'est à sa place. Fisichella devrait être au centre, Raikkonen sur la 2e marche et Alonso sur la 3e. Mais l'Espagnol est au centre médical pour des examens. Et l'Ibérique ne sera pas le seul à être examiné. En effet, après la course, Eddie Jordan fait appel et ce dernier sera étudié à Paris le mardi suivant la course. Durant ce Grand Prix du Brésil, les systèmes de chronométrage à la charge de Tag Heuer ont montré leurs limites et Jordan apporte la preuve que Fisichella avait entamé un nouveau tour juste avant le drapeau rouge, décalant ainsi le classement final du 53e au 54e tour, là où Fisichella était passé en tête. L'Italien a donc bel et bien remporté son premier Grand Prix en carrière et recevra son trophée des mains de Kimi Raikkonen lors d'une petite cérémonie organisée 2 semaines plus tard à Imola. Ce succès sera le dernier de Jordan en grande difficulté, ainsi que le 176e et dernier du mythique moteur Ford Cosworth.
Ce Grand Prix du Brésil est une exception dans la saison de Jordan, qui n'entrera qu'une seule fois dans les points durant le reste de la saison. Giancarlo devra attendre sa deuxième victoire lors du Grand Prix d'Australie 2005 pour enfin grimper sur la plus haute marche et célébrer dans des circonstances plus normales. Quant à Raikkonen, il confirmera les espoirs placés en lui, bien qu'il ne parvienne pas à remporter de deuxième Grand Prix cette année. D'ailleurs, Raikkonen et Fisichella se disputeront la victoire à 2 autres reprises et le Finlandais prendra sa revanche. Tout d'abord lors du Grand Prix du Japon en 2005, en prenant les commandes aux Romains dans le dernier tour, puis à Spa en 2009, en prenant la tête grâce à son Kers et en tenant le pilote Force India durant tout le Grand Prix. Mais bref. 2003 sera donc une saison marquante où Schumacher et Ferrari ont dû se battre pour rattraper leur retard et venir à bout du Finlandais et de McLaren lors de l'ultime manche au Japon. L'Allemand décrochant le titre par seulement 2 points d'avance. Dans cette saison, nous avons également pu voir Juan Pablo Montoya se hisser dans la lutte pour la couronne mondiale, après ses victoires de Monaco et sa sublime victoire en Allemagne. Mais on a également pu observer le retour au premier plan de Renault avec les podiums, les pole positions et surtout la victoire de Fernando Alonso lors du Grand Prix de Hongrie. Si les autres courses de la saison ont une physionomie bien plus conventionnelle, cette année 2003 détonne dans le paysage de la première moitié des années 2000, outrageusement dominé par Schumacher et Ferrari. Et ce Grand Prix du Brésil est certainement le Grand Prix le plus fou de cette saison, de cet événement, et peut-être de la décennie. À vous de juger. Et c'est Jordan qui l'a emporté, et ça, c'est cool. On arrive au bout de notre moment d'histoire, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. De ce côté-là de l'écran, il y a les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mais surtout n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Ouais, Grand Prix du Brésil 2003, certainement le plus beau Grand Prix des années 2000. Alors, à vous de me dire en commentaire, parce qu'il y a quand même aussi le Grand Prix de Hongrie 2006 qui est complètement dingue aussi. Dès qu'il y a la pluie, enfin pas dès qu'il y a la pluie, il y a eu des courses sous la pluie oubliables, mais la pluie quand même amène vraiment son lot de surprises. Et c'est un potentiel dingue. Mais voilà, bon, année 2000, on va considérer de 2000 à 2009. Hein. On va pas dire 2001-2010, on va dire 2000 à 2009, même si c'est pas exact, au moins on se comprend bien. Et c'est plus pratique, donc dites-moi en commentaire pour vous, quel est le plus beau Grand Prix de la décennie. Et puis je pense faire une série de les plus beaux Grands Prix de chaque année. Ouais, avancer en 10 par 10, quoi. Les années 2010, quel est le plus beau Grand Prix de chaque année, tout ça, ça peut être intéressant de débattre et de se replonger dans ces moments historiques. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Brésil 2003, Hongrie 2006, un autre, peut-être Silverstone 2008, je sais pas, il y en a plein, il y en a tellement. Brésil 2008 aussi, c'est sympa. Bref, des bisous.